Alors ça y est, on commence à voir des articles un petit peu de partout, hausse des prix de l'immobilier sur la fin 2024, potentiellement sur 2025, reprise du secteur d'activité de l'immobilier. Les professionnels sont sur les plateaux à nous expliquer qu'il y a une reprise, quand certains autres nous disent que la baisse continue. Je vous propose qu'on démêle le vrai du faux aujourd'hui. Est-ce que les transactions sont véritablement en hausse? Quels sont les signes qui portent à croire que l'immobilier est en train de reprendre? S'il y a reprise, est-ce qu'elle est durable et homogène? Alors je vais tenter de répondre à ces questions aujourd'hui en m'appuyant sur deux sources. D'une part, les baromètres Se Loger et Meilleur Agent, et d'autre part, le baromètre du réseau d'agents immobiliers IAD. Je trouve qu'ils sont plutôt bien faits, et je vous donnerai aussi une information que j'ai entendue sur BFM, et pour le coup, je l'ai trouvée très intéressante, donc je vous la partagerai aussi, et on devrait avoir plus de visibilité. On va évoquer les volumes de transactions, les prix de l'immobilier, les conditions d'emprunt, et également les marges de négociation. Et abonnez-vous à la chaîne si ça vous fait plaisir. Tout d'abord, concernant le volume des transactions en France. Alors pourquoi ça s'excite dans tous les sens en ce moment chez les professionnels de l'immobilier? J'essaye de vous afficher quelques graphiques à l'écran plutôt que ma tête. Ce qui est constaté, c'est une reprise du volume de transactions sur l'année 2024 et notamment un boost sur la fin d'année 2024, sur le deuxième semestre. Si on mesure au niveau trimestriel glissant, c'est-à-dire par exemple le quatrième trimestre 2024 versus le quatrième trimestre 2023, eh bien on se rend compte que le volume de transactions a évolué de 13%, alors qu'à la même époque, il baissait de 31% versus le quatrième trimestre 2022. Donc il y a bien une reprise, certes suite à 4 années de baisse du volume des transactions. Je rappelle qu'en 2023, c'était encore 900 000 transactions, l'année précédente 1 million, puis il y avait eu 1 100 000, 1 200 000, c'était historiquement haut, mais c'est tout de même un signe de reprise du marché. Je rappelle qu'en début d'année 2024, les professionnels s'attendaient à un volume de transactions annuel d'environ 720 000 et on va finir probablement aux alentours de 800 000, voire au-dessus de 800 000 transactions. Et il est important de noter que ce début de reprise n'est pas lié à de bonnes conditions gouvernementales. Les professionnels se satisfont de cette reprise puisque, il faut le dire, ça fait 4 ans que les volumes de transactions ne faisaient que baisser. C'est une crise qui est historiquement longue. Je rappelle que la crise des subprimes qui avait touché l'immobilier en 2008-2009 était extrêmement violente, mais beaucoup plus courte parce qu'elle avait été accompagnée, subventionnée par l'État, alors que là, clairement, l'État n'intervient pas dans l'activité immobilière. C'est ce qui fait qu'il y a énormément de licenciements dans l'immobilier, mais également dans le BTP qui sont en cours et qui arriveront encore. Et malgré tout ça, eh bien, on constate une évolution du volume des transactions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les prix? Alors, est-ce qu'il y a une hausse ou une baisse des prix? Vous allez le voir tout de suite, je vais vous mettre certainement deux éléments à l'écran. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est qu'au global, on parle aujourd'hui d'une baisse des prix de 1,6% en annuel glissant. L'annuel glissant, c'est-à-dire en prenant de novembre 2024 jusqu'à novembre 2023. Mais le contraste, c'est que lorsqu'on prenait mai 2024 jusqu'à mai 2023, la baisse des prix était de 4,5%. Pourquoi une telle différence? Pourquoi un tel ralentissement de la baisse des prix lorsqu'on compare novembre à novembre? Eh bien, c'est tout simplement puisque depuis le printemps 2024, les compromis signés voient leur prix augmenter. Et cette augmentation de prix, en moyenne, elle est de 3,3%. Jusqu'ici, ça veut dire qu'il y a eu une évolution du nombre de transactions sur le deuxième semestre 2024, mais également une augmentation des prix signés en compromis. C'est pour ça que beaucoup de professionnels disent que c'est la fin véritable de la baisse des prix et que ce sont les signaux d'un marché qui repart. Je vous mets une petite carte de France avec l'évolution des prix affichés et l'évolution des prix signés. Donc les prix signés, c'est bien sûr en compromis chez le notaire et les prix affichés, c'est en agence immobilière ou par un particulier en direct. Et ce qui est dit, c'est que dans les villes de plus de 40 000 habitants et notamment les grandes villes, celles de plus de 100 000 habitants, eh bien il y a une forte augmentation des prix, notamment sur les appartements, puisque on s'aperçoit en rythme annuel glissant qu'on est à plus 5,8% d'augmentation. Bien sûr, il faut faire la moyenne avec le premier semestre de l'année et l'évolution est forcément moins élevée, mais elle est tout de même présente. Ok, maintenant qu'on a vu un infléchissement de la courbe, on peut se dire qu'est-ce qui se passe au niveau du marché? Qu'est-ce qui se passe au niveau du pouvoir d'achat véritablement? Alors, quelle est la traduction pour les propriétaires et pour les acheteurs? Tout d'abord, pour les acheteurs, il est clair qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat liée à la baisse des taux. Je rappelle, mais fin d'année 2023, on tournait aux alentours de 4,3-4,5% de taux d'emprunt sur 25 ans. Et aujourd'hui, on est à 3,5% pour la fin de l'année 2024, même si là, au moment où je vous parle, on est déjà début 2025. Donc, grosso modo, 1% d'écart. Qu'est-ce que ça veut dire 1% d'écart? Eh bien, c'est 10% d'évolution de votre budget, vous, en tant qu'acheteur, lorsque vous décidez d'emprunter. Et lorsqu'on cumule 10% d'évolution de votre budget versus une baisse des prix qui a eu lieu ces dernières années de l'ordre de 5%, 7% selon les communes,
plus un effet inflationniste et donc potentiellement une évolution de votre revenu, eh bien on augmente grandement votre capacité d'achat. Et quand on cumule cette reprise de pouvoir d'achat et la pénurie terrible de logements en France, eh bien on a un marché qui commence à se redresser. Maintenant prenons un peu de recul et regardez ce que je vous montre à l'écran. Et si vous ne pouvez pas regarder, eh bien je commente les chiffres. Vous voyez l'évolution des prix de l'immobilier sur 10 ans, sur 5 ans et depuis le 1er janvier 2024. Prenons l'exemple de Paris. On dit qu'à Paris, les prix continuent de baisser. Et c'est vrai, depuis 2021, on observe une baisse de l'ordre de 10% sur le marché. 10%, c'est beaucoup. Mais quand on regarde les prix à 10 ans, donc depuis 2014, on voit une augmentation globale de 18,7%. Vous vous rendez compte, malgré la baisse de prix de 10% depuis 5 ans, on est sur une augmentation de 18,7% en 10 ans. Donc rappelez-vous que quand on parle de baisse, quand on parle de chute, c'est à chaque fois à relativiser avec la période dans laquelle vous avez acheté et les conditions d'emprunt dans lesquelles vous avez acheté. Maintenant, je vais prendre la France entière, c'est ce qui est en bas sur le graphique. Vous voyez qu'en 10 ans, il y a eu 24% d'augmentation du prix de l'immobilier et sur 5 ans, en moyenne, aux alentours de 13%. Et ceux qui ont eu la chance de tabler sur les plus grandes villes de France il y a 10 ans, c'est 36% d'augmentation. Et regardez, il y a quand même une nuance entre les plus grandes villes de France et les zones rurales. Quand vous voyez le top des 10 plus grandes villes de France ou des 50 plus grandes villes de France, eh bien, il y a un gros écart entre l'évolution des prix à 10 ans et à 5 ans. C'est-à-dire que sur 10 ans, vous êtes entre 31 et 36% d'augmentation de valeur, et sur 5 ans, vous êtes plutôt entre 9 et 12%. Ça veut dire qu'il y a eu une énorme correction des prix parce qu'il y avait une augmentation trop soudaine, trop importante dans pas mal de grandes villes. Conclusion pour les grandes villes, les propriétaires sont toujours gagnants à avoir acheté il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais bien sûr, ils ressentent un fort manque à gagner puisqu'il y a eu une grosse correction des prix ces 5 dernières années. Il faut dire que j'ai vu des communes de plus de 100 000 habitants subir des augmentations de prix parfaitement anormales, parfaitement injustifiées. Mais la demande était présente, on a aussi eu un effet Covid, et ça y est, on a l'air de revenir à un niveau cohérent, normal, des prix pour ces grandes villes. A l'inverse, vous voyez que dans les zones rurales, eh bien, il y a une augmentation des prix de 30% sur 10 ans et tout de même de 23% sur 5 ans. Ça veut dire qu'il y a eu une petite correction dans ces secteurs. Et c'est normal puisque dans les zones rurales, les prix au mètre carré et les prix globaux sont bien sûr moins élevés que dans les grandes villes. Le pouvoir d'achat est donc moins freiné par une augmentation de taux par exemple. Bien sûr, il s'agit ici de moyenne et comme on dit, une moyenne n'est une réalité pour personne. Je fais une petite aparté avant de parler des marges de négociation par rapport à un discours que j'ai entendu sur BFM TV, notamment d'une personne qui s'appelle Marie Cœur de Roy et qui anime une petite émission immobilière. Et franchement, je trouve que ce qu'elle a dit était très intéressant. Elle évoque souvent les articles de presse qui vous parlent de votre augmentation de pouvoir d'achat avec les mètres carrés que vous gagnez. Et oui, quand les taux baissent, vous augmentez votre capacité d'emprunt. Donc on vous dit, vous pouvez acheter 3 mètres carrés de plus à Paris, 8 mètres carrés de plus à Nantes, etc. On image votre capacité avec des mètres carrés. Donc c'est une image, pourquoi pas, mais le constat qu'elle relate, c'est qu'en 2024, les achats ont eu lieu sur des appartements et des maisons moins grandes qu'auparavant. Alors, les Français ont gagné des mètres carrés, pourtant ils achètent moins grand. 2 raisons à ça, et vous l'avez vu avec le tableau précédent, c'est que les Français n'ont pas forcément récupéré le pouvoir d'achat d'il y a 5 ans en arrière, mais c'est aussi, et je cite Marie Cœur de Roy, on est mort de trouille. C'est-à-dire que les Français ont tendance à coffrer, donc à garder de l'argent de côté, et à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, donc ne pas mettre tout leur argent dans l'immobilier. Et ça veut dire aussi certainement qu'ils s'endettent moins. N'oubliez pas qu'à une période, il fallait absolument s'endetter au maximum, profiter des taux d'emprunt, donc jusqu'à 35%. Les professionnels le conseillaient aux particuliers, mais même les particuliers, entre amis, les gens se disaient « vas-y, emprunte au maximum ». Eh bien ça, c'est terminé. On dirait que les Français se disent « bon, je vais utiliser ma capacité d'endettement jusqu'à hauteur de 29, 30, 31 ou 32%, mais je ne vais pas aller au maximum justement pour garder une réserve. En cas de pépin, en cas d'augmentation de charges, et oui, il y en a, que ce soit les charges sur l'énergie, les charges de copropriété, la taxe foncière, etc., ou même l'évolution du coût de la vie de manière générale. Et ça, je trouve que c'est une excellente chose. Donc en ce moment, on préfère se dire
j'achète moins grand. Certes, c'est pas le bien de mes rêves, mais au moins ça me permet de me sécuriser financièrement et de mettre un premier pas dans l'achat immobilier, dans l'investissement et la constitution de mon patrimoine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des marges de négociation sur l'année 2024? Alors pareil, des petits graphiques à l'écran si je peux. Les marges de négociation, c'est donc le prix signé en compromis versus le prix affiché en agence. On constate que sur l'année 2024, la marge de négociation est d'environ 8,5%. C'est énorme, hein, presque 10% de marge de négociation. Il est rappelé que en 2022, les marges de négociation étaient au moins 2 fois moins importantes. Bien sûr, les taux étaient très bas, la demande était très forte, donc pas de raison de négocier pour le propriétaire. En revanche, depuis que les banques ont resserré leurs conditions d'accès au crédit, donc entre fin 2022 et on va dire milieu ou début d'année 2024, eh bien, les marges de négociation ont été très importantes. Les propriétaires n'avaient pas le choix. S'ils avaient un vrai projet de vente, il fallait qu'ils baissent leur prix. Donc, ils acceptaient de grosses marges de négociation. Eh bien, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que la marge de négociation a tendance à baisser, bien sûr, et elle baisse d'autant plus dans les grandes villes. On l'a vu juste au-dessus, il y a eu une grosse correction des prix dans les 50 plus grandes villes de France. Et étant donné que ce sont dans ces villes qu'il y a le plus de tension au niveau du logement, donc c'est là où les gens veulent habiter, eh bien, les marges ont tendance à se réduire. En revanche, lorsqu'il y a peu de demandes, donc dans des secteurs plutôt ruraux, certains secteurs ruraux, eh bien, dans ce cas, les marges de négociation sont plus élevées. Et bien sûr, les marges de négo ne dépendent pas que du secteur, elles dépendent bien sûr du bien que vous allez acheter. Est-ce que c'est une maison, un appartement, une passoire ou une bouilloire énergétique ou un bien avec un super diagnostic de performance énergétique. Conclusion concernant les tendances et les perspectives de l'année 2025, les études tablent sur une croissance entre 7 et 8% du volume de transactions, ce qui laisse présager une année plutôt correcte sur l'immobilier. Mais bien sûr, il faut rappeler qu'il y a de fortes disparités selon les régions. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais le visage des acheteurs a changé au profit des seniors et en dépit des primo-accédants. Et en général, les seniors, ils aiment acheter dans les grandes villes ou ils aiment acheter sur la côte. Les réseaux d'agences Orpi et Century 21 ont d'ailleurs dit qu'il y avait de fortes disparités de résultats selon les agences, en tout cas selon l'emplacement des agences immobilières. Il y en a qui tournent très bien, qui sortent leur épingle du jeu et d'autres qui ne voient toujours pas le bout du tunnel. Il faut donc bien sûr vous intéresser à votre marché local. Mais globalement, il devrait y avoir croissance. Aussi, concernant les taux d'emprunt, je sais qu'on entend pas mal de choses aujourd'hui et à raison concernant la dette française et on pourrait avoir de nouveau une augmentation des taux, c'est possible. Franchement, c'est possible. Je pense que les taux vont avoir tendance plutôt à se stabiliser et ne vont plus subir de fortes baisses. Aussi, pour les acheteurs, on peut se dire qu'il y a des marges de négociation encore possibles, mais il est clair que la baisse des prix a déjà ralenti depuis plusieurs mois. On constate une stabilisation de la baisse des prix, voire une augmentation depuis 6 mois dans certains secteurs et selon le type de produit. Et les études parlent aussi d'une grosse reprise potentielle à partir du printemps de l'année 2025. Dans tout ça, il y a un autre facteur qui peut énormément jouer sur le marché, c'est la confiance des ménages. Et ça va bien sûr dépendre de ce que nous propose le gouvernement dans les mois à venir et potentiellement des aides pour les primo-accédants et pour les investisseurs immobiliers locatifs. C'était très attendu dans le projet de loi de finances. Bien sûr, il y a eu censure, donc on recommence. Ça veut dire qu'il y a un retard à l'allumage et ça pourrait jouer sur la confiance. Je pense aussi que l'année 2025 va être une année d'opportunité dans les zones moyennes et les zones rurales, et notamment pour les primo-accédants et les investisseurs qui peuvent reporter leur projet d'habitation ou d'investissement dans des zones forcément moins centrales, mais qui restent toujours très attractives ou de plus en plus dynamiques. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous si ça vous fait plaisir, et je vous dis à très bientôt. Ciao!